Michel Vinocq, bonjour. Bonjour. Vous êtes le grand historien de la République française, vous êtes le spécialiste des mouvements intellectuels. Vous publiez Jours anciens aux éditions Gallimard, cette chronique de votre enfance et de votre adolescence. C'est également le ferment de votre vocation d'historien. Michel Vinocq, je voudrais commencer par une question, puisque vous évoquez votre jeunesse. C'est que penseraient vos parents de votre parcours? Votre père Gaston, qui était receveur dans les autobus, votre mère Jeanne, qui commence à travailler à l'âge de 13 ans et qui tient un commerce d'épicerie, que penseraient-ils de votre parcours? Alors tout d'abord, vous m'avez présenté comme le grand historien de la République. Soyons modestes, je fais partie de quelques historiens qui se sont intéressés à l'histoire politique et intellectuelle de la République. Je ne voudrais pas passer pour présomptueux. Bon, alors, que dirait-il? Franchement, c'est une question très difficile. Il serait étonné. Serait-il heureux? Bon, je rappelle dans mon livre que mon père avait une ambition pour ses enfants. Il a eu 6 enfants avec ma mère Jeanne, 3 filles et 3 garçons. Les filles, on n'en parle jamais, parce que à cette époque, et pour lui sans doute, elles étaient vouées naturellement au mariage, à la maternité, c'était là leur fonction. Les garçons, alors c'est autre chose. Ils sortaient d'un milieu rural, Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, où son père était maraîcher, et lui, jusqu'au service militaire, il avait été maraîcher. Et c'est la guerre, la Grande Guerre, où il est envoyé en 1916, qui va tout changer. Il est membre d'une famille nombreuse, 9 enfants, il n'est pas l'aîné, et il n'aura pas la chance, pour lui, de reprendre l'exploitation de ses parents. Et comme la guerre l'a transporté à Paris, dans l'Île-de-France, et plus précisément au Bourget, l'aéroport militaire du Bourget, c'est là que va commencer sa nouvelle vie. Il va trouver sa femme, Jeanne, qui est serveuse à 13 ans, dans une café. 13 ans, elle a à ce moment-là plus de 13 ans, elle a évidemment 20 ans. Elle travaille dans un café-buvette au Bourget, il tombe amoureux d'elle et ils vont se marier à ce moment-là. Mais lui n'a aucune profession, il n'a qu'une nostalgie, la terre, le jardinage, le maraîchage, et par conséquent il va aller, dans les années qui suivent, de petit boulot en petit boulot jusqu'au moment où il va trouver un emploi fixe sur les tramways de Paris, puis sur les autobus. Les tramways durent à Paris jusqu'en 1937. Après quoi, les autobus. Bon. Alors, il a une ambition pour ses fils, pour ses garçons, c'est qu'ils ne galèrent pas comme lui, c'est qu'ils aient un métier. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un métier dans sa tête? Lui qui n'a pas fait d'études au-delà du certificat d'études, c'est d'avoir un métier manuel, un métier d'artisan, être tapissier, être serrurier, être ébéniste, on va voir un métier comme ça. Et c'est pourquoi mes frères, plus âgés que moi, mon frère aîné, qui est mort en 1944, avait 16 ans de plus que moi, et le deuxième frère, Pierre, lui, eh bien, ils sont destinés à se préparer à un métier manuel. L'aîné, tapissier, il ne savait pas planter un clou, et le deuxième,
le collège technique qui, à cette époque, ne conduisait pas au baccalauréat, pour devenir quelque chose comme ajusteur ou je ne sais quoi, alors qu'il était très maladroit de ses mains. Moi, j'arrive beaucoup plus tard. Je suis le 6e, et 10 ans, presque 10 ans, après ma sœur, qui était Geneviève, qui était 5e. Et à ce moment-là, j'ai eu cette double chance. Que la guerre était finie, que nous étions dans une autre époque, que je venais 10 ans après le 5e, et que mon père n'avait plus, et pour cause, les moyens de me forcer à devenir je ne sais quel serrurier ou autre chose, puisque le malheureux était mort en 1945. Alors que dirait-il aujourd'hui? C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Je pense que, vivant, il ne m'aurait pas autorisé à faire des études, puisqu'il ne l'avait pas fait pour les autres, à faire des études supérieures, je ne le crois pas. Mais comme j'ai plutôt réussi dans un domaine qu'il n'imaginait pas, oh, il aurait été certainement satisfait. Et quant à ma mère, je dirais qu'elle aurait été sans doute assez fière. Alors, Michel Vinocq, vous êtes un enfant de la banlieue de Paris. Comme vous le dites, vous êtes le dernier enfant d'une lignée de 6. On appartient souvent à une époque et à un lieu. Vous, c'est l'après-guerre et cette 4e République naissante. Et le lieu, c'est cette banlieue rouge dont on va parler. Et pourtant, vous dites dans votre livre « Je n'ai pas de terre natale ». Oui, c'est un sentiment que j'ai toujours eu, que la banlieue, c'était un non-lieu. C'était quelque chose où l'on pouvait vivre, évidemment, mais, bon, alors, vous dites terre natale, d'abord, je suis né à Paris, en 1937, et je suis le seul des 6 à être né à Paris, parce que commençait alors l'accouchement en clinique ou à l'hôpital. Mes frères et sœurs étaient nés chez mes parents, dans la chambre de ma mère. Vous voyez? Alors, donc, c'est Paris, ma terre natale, c'est au sens officiel de l'état civil. La banlieue, c'est quelque chose qui est entre, justement, Paris, qui existe, et puis le reste de la France, qu'on appelait la province, maintenant on appelle ça, il faut dire, les régions. Et la banlieue, c'est cet espace qui n'a même pas été voulu, qui n'a pas été conçu, qui n'a pas été édifié. Vous savez que c'est en 1860 que Napoléon III crée le Paris des 20 arrondissements. Il intègre un certain nombre de villages, comme Auteuil, etc., qui deviennent des arrondissements, et que les autres villages sont au-delà des 20 arrondissements, et c'est un peu n'importe quoi, c'est des vieux villages, mais qui à peu vont, surtout après la Grande Guerre, entre les deux guerres, vont se peupler considérablement avec l'industrialisation de la France, et ces banlieues accueillent des migrants qui viennent de toute la France et aussi de l'étranger. Donc il n'y a pas ce terreau, si vous voulez, ethno-culturel que l'on trouve soit en Bretagne, soit dans le Berry, au Pays Basque ou en Alsace. Vous voyez, c'est un ensemble très hétérogène et d'une manière urbanistique non édifiée, avec n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La loi Loucheur a permis la construction de pavillons sans, je dirais, en toute liberté. Bon, c'est souvent des bicoques qui n'ont pas le minimum, je dirais, de confort sanitaire et autres. Et puis, il y a la spéculation. On a construit aussi des immeubles de rapport sans confort. Et personnellement, nous habitions un de ces immeubles construit au début du siècle et qui était déclaré insalubre
en raison de leur vétusté, de leur manque de confort, etc. Alors, vous voyez le paysage, c'est un paysage un peu hétéroclite, avec quelques constructions nobles. Alors, d'abord, pour ma part, l'aqueduc. Parce que l'aqueduc d'Arcueil, ça c'est une très belle construction. Commencé au XVIIe siècle, le premier étage, enfin déjà sous les Romains, il y avait un aqueduc romain, mais qui était en ruine. Et là-dessus, on a construit un premier étage, donc au XVIIe, et sous Napoléon III, donc un deuxième étage. Un aqueduc qui transporte l'eau, par conséquent, au-dessus de la vallée de la Bièvre. Nous habitions dans cette vallée, dans ce creux, et la commune d'Arcueil, comme celle de Cachan, etc., se trouve dans un creux avec, par conséquent, des versants qui montent d'un côté et de l'autre. Voilà, alors, sur ces versants divers, il y a certaines constructions qui ont été voulues par les autorités, par la République, les écoles. Il y a des écoles de la Troisième République. Moi, je vais à l'école primaire qui s'appelle le groupe Jules Ferry, n'est-ce pas? Et il y a l'école des filles, l'école Paul Signac, il y a des bâtiments de la Troisième République, mais dans un environnement qui est un environnement assez pauvre, et à mon époque, d'enfants, assez délabrés. Alors, Michel Vinocq, ces jours anciens, vous posez ce paysage, effectivement, qui est celui de votre jeunesse. C'est aussi un exercice d'introspection. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne pourrait pas dire que ces jours anciens, c'est votre manière de répondre à « Connais-toi toi-même » de Socrate? Oui, vous avez raison. Vous savez, je suis arrivé à un âge que j'appelle de la récapitulation. À savoir, et là je réponds à votre question, qui suis-je au fond? Et pour savoir qui je suis, il faut que je me penche, non pas sur ce que j'étais hier ou avant-hier, mais bel et bien sur les débuts, c'est-à-dire sur mon enfance, sur ma jeunesse. C'est un besoin que je n'éprouvais nullement quand j'avais 40 ou 50 ans. Mais après 70 ans, et moi j'en ai 83 aujourd'hui, voilà, vous dites, mais au fond, d'où je viens, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Est-ce que j'ai pas complètement déconné? Permettez-moi l'expression. Ou bien est-ce que j'ai eu beaucoup de chance? Vous voyez, toutes ces questions qui se posent, et que je ne me posais pas, encore une fois, il y a 20 ou 30 ans. Je tente de me récapituler, c'est-à-dire de ne pas privilégier telle ou telle séquence de ma vie, mais bel et bien le tout. Je dis quelque part, je crois, dans ce livre ou ailleurs, je voudrais voir ce que je suis en entier. En entier, ça veut dire ça. Ça veut dire depuis le début. Alors, en entier, et pourtant, le début de votre vie, il va être avec des manques. Votre frère, Marcel, meurt en 1944, 9 mois de la tuberculose. 9 mois plus tard, votre père disparaît de la même maladie infectieuse. Est-ce que ces morts, est-ce que ces absences, c'est quelque chose qui vous a hanté? Oui. Et pour deux raisons. Je dirais même d'abord une première raison. C'est que mourir de la tuberculose aujourd'hui, ça ne se fait plus en France. Ça ne se fait plus. Et par conséquent, cela m'oblige à penser qu'il y a eu un progrès formidable de la médecine. Imaginez que 1, 2, 3 ans après ces dates de décès, mon frère comme mon père auraient survécu. Donc, pour tous ces
décadentiste pour tous ces gens qui jugent que nous vivons la pire des périodes, que c'était tellement mieux avant, etc., je réponds, oui, il y avait des choses qui étaient sans doute plus agréables, qui étaient plus confortables, plus délicieuses, c'est possible. Chaque famille a vécu tel ou tel aspect de ces choses agréables, mais grosso modo, globalement, ne racontez pas d'histoire. Quelle était l'espérance de vie en 1945 et même en 1950? Bon, donc ça c'est une première raison pour laquelle la double mort de mon aîné et de mon père, je ne peux pas l'oublier. C'est une référence. Les autres raisons, alors, pour mon père, je crois que, je vous l'ai dit, je me suis toujours posé cette question, mais s'il avait vécu, est-ce que j'aurais pu faire des études, alors que mes aînés n'en ont pas fait? Et ça aussi, ça m'a toujours tourmenté. Bon, j'y ai répondu un peu tout à l'heure. Mon frère, Marcel, ça c'est autre chose. Il est mort à 22 ans, en laissant derrière lui une œuvre, qui n'a pas été publiée. C'était un jeune homme qui était profondément littéraire, qui dépensait tout son argent quand il en gagnait à acheter des livres, et qui m'a légué, par conséquent qui a légué d'abord à mon frère, second puis à moi-même, une bibliothèque étonnante. Dans une famille où, avant lui, ou quand il était enfant, il n'y avait que quoi? Il y avait un Larousse médical, et les prix, les beaux prix des écoles, n'est-ce pas? Les Jules Verne, des choses comme ça. Et puis c'est tout. Lui, dans cette bibliothèque, il laisse, chose étonnante, puisqu'il n'a pas fait d'études, il a le certificat, il laisse l'œuvre entière de Victor Hugo dans la collection Nelson, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, et, Paul Valéry, Proust, Claudel, etc. Incroyable. Il n'y a pas un livre, je dirais, il n'y a pas un livre vulgaire, un livre commun, il n'y a que des chefs-d'œuvre, ou en tout cas des livres de grands écrivains. Et il y en a à peu près 200. Donc, ça c'est la première chose. Inutile de vous dire que ces livres, je les ai lus, mais pas au moment où il meurt. J'avais 7 ans, mais à partir du moment où j'étais au lycée, j'avais une bibliothèque magnifique. Ensuite, c'est un exemple. C'est un exemple, je revois cette photo, il est dans sa chambre devant son bureau, les jambes croisées, avec son stylo et la tête penchée sur un manuscrit, l'exemple de l'écrivain. Et il a laissé 1 millier de poèmes. 1 millier de poèmes et un journal. Un journal qu'il a commencé en 1939, imaginez-vous, jusqu'à sa mort en 1944, c'est-à-dire qui couvre toute la guerre. Et alors ce journal, pour qu'il ne reste pas ignoré, vous en avez tiré des éléments pour nourrir un livre qui s'appelle Jeanne et les siens, qui est la chronique de ces années, avec l'évocation de ces éléments. Cette époque-là, c'est également, il faut le dire, l'époque d'une certaine forme d'insouciance. Vous racontez que vous partez en colonie de vacances avec l'abbé Jacques qui encadrait ces colonies de vacances, et en fait je crois qu'il y a une grève de train qui empêche le retour. Et bien ni une ni deux, ce prêtre dit bah écoutez, vous allez vous débrouiller et vous allez faire de l'autostop. Je ne sais pas quel âge vous aviez à cet âge-là, à ce moment-là, mais clairement, c'est une pratique qu'aujourd'hui, on en ferait la une des journaux, l'inconscience que ça représente. Donc, c'est clair que pour vous, cette forme d'insouciance, ça montre que vous n'êtes pas un nostalgique qui se replie sur son passé. Certainement. Mais, à vrai dire,
dire, nous ne sommes plus à l'époque de mon frère dont nous venions de parler, puisqu'il est mort en 1944, et l'insouciance, c'est après, c'est-à-dire dans ces premières années de la 4e République. Et vous parlez de l'audace que pouvait avoir un abbé, un vicaire de paroisse, n'est-ce pas, responsable d'une colonie de vacances, qui, même avant l'épisode que vous racontez, qui date de 1953, c'est-à-dire de la grande grève de la SNCF, qui obligeait d'une manière ou d'une autre un responsable de groupe à trouver une solution. Mais il y avait mieux, c'est que en 1949, il y avait déjà eu un épisode de ce genre. Nous étions partis avec le même prêtre, donc la colonie paroissiale, en Normandie, et au moment du retour, il n'avait plus l'argent pour payer le billet de chemin de fer. Et alors, nous avons été emmenés, tous les colons, une quarantaine de gosses, jusqu'à Caen. Caen qui est à ce moment-là une ville encore. Je revois encore cette ville qui est à moitié en ruine encore. Il nous a fait aligner les uns à côté des autres, comme ça, assis à la sortie de la ville, et lui qui, pendant les semaines de vacances, était en short, a revêtu sa soutane, n'est-ce pas, pour pouvoir faire l'autostop plus aisément. Et en une journée, les 40 ont été embarqués par 2, parfois par 3, dans des autos qu'ils ont ramenés à Paris. Alors, imaginons cela aujourd'hui. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de procès, encore moins, de la part des parents aujourd'hui. Seule critique véritable a été faite dans le journal local du Parti communiste, qui évidemment brocardait ces cathos là, qui font n'importe quoi, alors que nous sommes des gens responsables. Alors, cette insouciance, elle est là et elle constitue un ferment de confiance de la société dans l'avenir. La confiance dans l'avenir, c'est celle qui permet aussi la méritocratie scolaire. Vous êtes un produit de la méritocratie scolaire. Vous évoquez dans votre ouvrage 2 écoles. On a du mal à avoir en tête la fondamentale inégalité qu'il y avait dans ce système scolaire. Avec d'un côté ce que vous appelez l'école du peuple, qui menait au certificat d'études, et de notre côté l'école bourgeoise, avec le lycée qui permet l'accès aux études secondaires. Dans ce paysage-là, vous racontez, vous évoquez la figure d'un maître d'école, d'un professeur qui, avec sa blouse grise, vous ouvre cet horizon. Quelle est cette figure? Effectivement, 2 écoles. La plupart des Français, les petits Français, vont à l'école, puisque c'est obligatoire, c'est gratuit. Et la majeure partie vont dans des écoles dites laïques, où l'on ne fait pas d'enseignement religieux. Et il y en a une minorité qui font leur classe dans des écoles catholiques, mais elles-mêmes divisées entre écoles primaires et écoles secondaires. Alors, une minorité sociale, bourgeoise, il faut reprendre le mot, effectivement, a accès à une autre filière. D'abord, la plupart des petits bourgeois, en tout cas dans les villes, ne vont pas à l'école primaire, ils vont déjà dans les classes, les petites classes des lycées. Car si le lycée à l'époque commence à la 6e, eh bien on entre en 11e. Ça existait, 11e, 10e, etc. Et en 6e, pour entrer en 6e, on passe un examen obligatoire, assez vigilant sur l'orthographe, le calcul.
Alors, ces écoles sont cloisonnées. L'une, effectivement, la première, qui est dans toutes les communes de France, a pour but de porter les enfants jusqu'à 14 ans au certificat d'études. Ne croyez pas que tous le réussissent. C'est exigeant. Là encore, l'orthographe pèse sur beaucoup. Et souvent, je n'ai pas, j'avoue, la statistique, mais beaucoup de Français n'auront pas le certificat d'études. Parce que c'était une barrière à franchir. Pendant ce temps-là, les autres vont faire des études primaires sans souci du certificat d'études, vont entrer en 6e au lycée, et ils iront, s'ils le peuvent, jusqu'au baccalauréat, qui leur ouvrira la carrière supérieure, les études supérieures. Donc, comment on peut passer d'un système à l'autre? Parce qu'il y a des possibilités. La première possibilité, c'est tout simplement de passer l'examen d'entrée en 6e, qui est ouvert à tout le monde. Dans ma classe, nous sommes 32 ou 33. Combien sommes-nous à passer l'examen d'entrée en 6e des lycées? 3. C'est-à-dire 1/10. Et encore, c'est une statistique très supérieure à la statistique de l'ensemble de la France, parce que nous vivons dans une conurbation, ce qui n'est pas le cas dans les villages, dans les bourgs, etc. Alors, nous passons cet examen d'entrée, qui a plusieurs épreuves, et si nous sommes reçus, eh bien voilà, nous nous fondons, nous, issus de l'école du peuple, nous nous fondons dans le lycée bourgeois. Avec qui je me retrouve? Au lycée Lacanal, lycée de banlieue, par conséquent, largement bourgeois, c'est vrai, mais surtout, des enfants, des garçons, il n'y a pas de mixité, nous sommes dans un régime de séparation des sexes. Et ce sont beaucoup, la majorité peut-être, des fils d'instituteurs, de professeurs, des enseignants, des fils d'enseignants, en grande partie. Il y a aussi des fils de banquiers, d'hommes d'affaires, etc. Mais surtout, je dirais, une classe moyenne de fonctionnaires. Hein, c'est surtout ça. Et principalement venus de l'enseignement. Et puis, il y a les internes. Alors, les internes, eux, sont en général de classe plus aisée. Parce qu'ils ont des parents qui voyagent dans le monde et qui souvent mettent leurs enfants en internat pendant qu'eux, ils sont loin. Et donc, ils ont des moyens supérieurs. Mais j'avoue que ça ne se voit pas. On ne distingue pas les classes sociales au lycée. Pourquoi? On est tous habillés de la même façon. Bon, on n'a pas de blouse, on n'est pas à l'école des filles, on n'est pas dans les lycées des filles, où là il y a les blouses obligatoires. Non, mais c'est là où j'ai vu la différence. Vous savez, quand j'ai eu mes enfants aller au lycée, et qui me racontaient le souci des uns les autres pour des marques. Mais à cette époque, ça n'existait pas. Enfin, il y en avait des marques, mais on s'affichait complètement des marques. Et il y avait un petit souci d'élégance. Je donne 2 détails. Quand on s'élevait en âge, on voulait être toujours plus vieux qu'on ne l'était. Et l'un des instruments, c'était la cravate. Et dès la 3e ou la seconde, alors je le sais par les photos de classe, on nous voit en grande partie en cravate. Ça n'est pas demandé par l'institution? Ah, surtout pas, pas du tout. On pouvait avoir des cols roulés aussi, etc. Mais on mettait la cravate parce que, voilà, on n'était plus des gamins. On était des... Voilà. Et alors, deuxième élément de mode, par intermittence, c'était les surplus américains. C'était dans les surplus américains, on achetait, vous savez, des blousons, kaki, etc. Ah, ça, c'était très chic, voilà. Voilà mes souvenirs. Mais à part ça, il n'y avait pas cette distinction de classe dans le lycée
où je me trouvais, vraiment. Et je pourrais le dire aussi, de distinction d'origine religieuse, culturelle, ethno-culturelle. Prenons les Juifs. Dans beaucoup de souvenirs d'avant-guerre, n'est-ce pas, on voit des écrivains qui racontent que tel Juif, ou des Juifs eux-mêmes qui racontent dans leurs souvenirs avoir été brimés dans des lycées, etc., lycées bourgeois. Je n'ai jamais connu ça. Mais on ignorait complètement si un tel était protestant, juif, catholique, athée, ou si les parents l'étaient. Ça, vraiment, c'était l'égalité absolue. Alors, catholicisme, je prends le mot au bon, il y a à cette époque deux forces qui structurent la société d'une certaine manière. Le catholicisme, qui est encore très fort. Vous parlez donc de votre père qui était croyant, votre mère qui s'est ralliée d'une certaine manière. Vous parlez également de ces cérémonies à la Vierge Marie qui réussissent à remplir le stade de la ville de Colombes. Vous aviez même votre propre credo, CIA. Et puis, de notre côté, il y a le communisme. Du fait de vos origines, eh bien, ce catholicisme, il imprègne votre famille, c'est le choix de votre famille. Et votre frère aîné, Pierre, à 18 ans, rentre au séminaire. Et là, vous dites que ça provoque la fureur de votre père, qui dit « Les pauvres vont à la messe, mais ils ne la disent pas ». Ouais. Est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Ben non, puisqu'il est... Mais pas pour les raisons qu'invoquait mon père. Mon père, qui avait été éduqué par les frères des écoles chrétiennes quand il était dans le Nord, là, à Saint-Omer, il a fait ses études, donc d'abord primaire avec les frères. Et puis il y a eu la séparation là, de l'Église et de l'État, et il était versé dans l'école publique, bien. Mais il est resté profondément religieux, croyant, catholique, un catholicisme austère, rigoriste. Presque protestant. Si vous voulez, mais avec... protestant si on veut, mais avec quand même un respect absolu pour les dogmes catholiques, etc. Et enfant, je l'ai surpris une fois dans sa chambre, à genoux, en train de faire sa prière. Alors, vous voyez un peu le modèle qu'il représentait. Eh bien, c'est lui, cet homme-là, qui dit, quand on est pauvre, pauvre, on était à demi pauvre, on n'était pas miséreux, mais enfin on n'était pas riche. Quand on est pauvre, on ne devient pas curé. C'est fait pour les riches, parce qu'il fallait payer évidemment des années de séminaire, des années d'études. Mon frère donc a cru un moment avoir cette vocation, parce qu'il était moniteur de colonies de vacances, de patronage, et il adorait ce métier de pédagogue, d'entraîneur, de moniteur, et c'est un peu cette voie-là, plus sa foi, évidemment, qui l'a amené un peu par hasard, je le raconte, un peu par hasard au séminaire, mais au bout de 2 ans, il étouffait. Il étouffait littéralement en raison d'un enseignement religieux complètement archaïque, d'une discipline stupide, et bon, donc il a renoncé et il a trouvé sa vraie vocation qui est effectivement de devenir professeur. Seulement il n'avait rien en poche qu'un brevet, qui ne lui permettait pas d'être directement, de passer un concours comme le CAPES ou l'agrégation. Alors il a fallu qu'il refasse ses études. Il s'est marié, et un peu comme mon père, il a fait des petits boulots, etc., jusqu'au moment où, tout en suivant les cours par correspondance, il a repris ses études en seconde. Et à partir de là, il a trouvé un poste d'instituteur, car il avait un brevet qui lui permettait quand même d'être instituteur à Orly. Il habitait à Arcueil, il allait à Orly tous les jours à bicyclette, et d'année en année, seconde, puis première, puis... Alors, le problème, c'est qu'il n'avait pas de langue étrangère. Au collège, il n'avait jamais appris de langue étrangère. Et alors, comme il avait fait du latin
au séminaire et qu'il était très bon en latin, il s'est dit, bon, bah, le plus facile, c'est l'italien. Il ne savait pas ce qu'il faisait, parce que l'italien, c'est pas si facile que ça. Et au baccalauréat, quand il a passé son bac, il l'a eu facilement, avec des notes en italien épouvantables. Alors, on sent que vous avez de l'affection pour ce frère qui est décédé en 2018, et vous dites dans votre ouvrage que vous lui rendez un hommage parce que, à vos yeux, il a été votre véritable père. Il m'a mis sur les rails. Voilà, je suis donc à l'école primaire d'Arcueil. Vous l'avez rappelé, j'étais très bon en classe. Et ma vocation, au fond, c'était de devenir aux yeux du directeur de l'école, ce qu'il avait dit à ma mère. Il va faire un cours complémentaire en sortant de là, et arrivé dans 3 ans, il passera l'examen pour entrer à l'école normale d'instituteur départemental. C'était c'était son profil à lui, son parcours à lui. Et vous savez, bon, la répétition, c'est comment dirais-je, oui, normal. Il m'a vu comme bon élève, donc futur instituteur. Et mon frère, qui avait donc 10 ans de plus que moi, a dit à ma mère, oh là, non, il ne faut pas risquer de le mettre dans une impasse, il va entrer au lycée. Ma pauvre mère, je dois dire, n'avait pas son avis, elle ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire, elle était veuve, préoccupée surtout par des problèmes d'argent, est-ce que le lycée c'était pas trop long, etc., trop coûteux, donc... eh bien, mon frère l'a convaincu. J'ai passé donc mon examen au lycée La Canale et je suis entré au lycée. Alors voilà une première dette que je lui dois. Et la deuxième, alors entre-temps, il m'a beaucoup aidé dans mes études. Par exemple, il était très bon en mathématiques. Moi, je l'ai été d'abord, puis après, j'ai faibli. Et là, il m'a soutenu. En maths, il m'a bien soutenu. Et puis, quand j'étais en philo, il était, lui, à ce moment-là, en poste en Savoie, et je lui ai envoyé j'ai fait une dizaine, nous avons fait une dizaine de dissertations de philosophie au cours de l'année, et je lui ai envoyé le sujet, et on discutait par lettre, on discutait, il me conseillait des lectures, donc, vous voyez, c'était vraiment, oui, un père attentif, parce que tous les pères ne le sont pas. Et puis enfin, quand j'en arrive, après le bac, à choisir d'entrer comme salarié dans une boîte d'affaires d'import-export, et que je me dis, je me trompe, je m'ennuie là-dedans, qu'est-ce que je peux faire pour m'en tirer? C'est lui, encore une fois, qui va me pousser à sortir de ce piège pour moi, et d'entrer dans les études supérieures. Vous voyez donc qu'à chaque étape de ma vie, il a été là, il a été vraiment quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a aidé, et voilà, je lui ai rendu un hommage, effectivement, en 2018, lors de son décès, son enterrement, et je l'avoue, j'ai eu du mal à terminer ma petite oraison funèbre, tellement j'étais pris d'émotion. Cette époque, vous l'avez dit, vous n'étiez pas pauvre, mais vous n'aviez pas de gros moyens, cette famille. Vous avez dit, reprenant une métaphore littéraire, notre famille c'était l'assommoir. Vous décrivez les conditions matérielles dans lesquelles vous viviez, et finalement, à ce moment-là, arrivent un petit peu plus tard les HLM. Aujourd'hui, quand on dit HLM, on décrit, on parle de ces immeubles en béton, sans âme, etc. Pour vous, ça a été tout autre chose. Certainement. Alors, l'assommoir, je ne crois pas avoir dit ça. Je crois avoir lâché le mot taudis. Et j'ajoute tout de suite, c'était pas un taudis au sens où nous l'entendons comme un lieu très sale, etc. Parce que mes parents
était très rigoureux. Ma mère, mes sœurs frottaient tous les jours, lavaient. Bon, c'était très propre. Donc c'était pas un taudis au sens, mais c'était un taudis dans la mesure où, par comparaison, nous n'avions pas de cabinet de toilette, nous n'avions pas de toilette de double WC, disons carrément. Il fallait descendre un étage et aller dans la cour où nous partagions ces lieux avec des voisins. Vous vous rendez compte? Bon, le chauffage, n'en parlons pas. Les bains-douches Pas de... Alors, effectivement, nous allions aux bains-douches, d'abord privés, puis ensuite il y a eu les bains-douches municipaux que la ville d'Arcueil a construites, et c'est là que nous faisions, par conséquent, notre vraie toilette. Arrivent les HLM. Alors moi, je ne les ai pas connus, en ce sens que mes parents, je l'ai dit, mes parents à l'époque, c'était ma mère et ma sœur aînée qui vivaient ensemble. Ils vivaient dans un immeuble insalubre qui devait être donc démoli, elle-même expropriée pour propriétaire, et recasée, relogée, lorsque il y aurait justement des HLM. Elles ont été construites peu à peu. Nous dirions que ces premières HLM d'Arcueil, on pourrait s'affliger un petit peu sur leur laideur, ou bon, mais peu importe, c'était extraordinaire. Pour elle, pour ma mère, pour ma sœur, puisque pour la première fois, elle pouvait disposer, vous vous rendez compte, d'un cabinet de toilette, des douches, un espace, etc. Alors, voilà, si vous voulez, là je fais un peu le travail de l'historien, en disant attention aux anachronismes. Pour nous, les HLM, pour beaucoup, surtout les anciens HLM, maintenant on fait des logements sociaux qui sont pas mal, hein. Mais à l'époque c'était évidemment des tours, des bars, des choses qui étaient vraiment aujourd'hui que nous rejetons. Mais quand elles sont apparues, les gens qui venaient, alors beaucoup venaient de la campagne, c'était pareil. De la campagne, ils n'avaient aucune commodité. On allait aux toilettes au fond du jardin, enfin, etc., j'en passe, pour se retrouver dans des logements insalubres des banlieues. Les HLM, c'était quand même un moment positif, je vous assure, dans l'histoire sociale. Michel Vinocq, vous avez fait une confidence au tout début de votre ouvrage Jours anciens, c'est que vous aimez de temps en temps vous promener à la foire de Chatou. C'est une grande foire de brocante et d'antiquité où règne un chaos d'objets hétéroclites. Il semble que c'est comme ça que vous aimez l'histoire, avec ce côté non organisé, en tout cas pas de chronologie de date. Votre vocation d'historien, elle n'est pas forcément linéaire. Vous dites « je suis un transfuge des lettres ». Comment ce goût de l'histoire vous est venu? Tardivement. En effet, j'ai été d'abord bon en littérature, en composition française. À partir de la classe de seconde, j'avais le prix de composition française au lycée. En philo, j'étais parmi les bons en philo. Et lorsque je me suis décidé à faire des études supérieures, donc au moment où j'entrais dans cette compagnie d'import-export, mais où je m'étais inscrit en hypocagne par correspondance, mon idée c'est que si j'échappais aux affaires, je serais professeur de lettres. Et c'est ainsi que j'ai commencé une licence de lettres modernes, les 2 premières années, la première année qui s'appelait propédeutique et la deuxième année qui s'appelait, là on avait le choix entre plusieurs certificats, et j'avais pris, comme ça, par curiosité, histoire moderne et contemporaine. L'histoire, ça n'avait jamais été ma matière préférée au lycée, et je crois que cela tient au fait que je n'ai pas rencontré de professeur qui m'est passionné pour l'histoire. Pour moi, l'histoire, c'était des dates, des dynasties de rois, des événements. C'était un peu ennuyeux. Ça m'ennuyait.
voilà que, en entrant dans le premier amphithéâtre de la Sorbonne, en 1900, ça devait être en 1900, à la fin de l'année 56, début 57, pour écouter le cours de Roland Mounier, ou de Louis Girard, ou d'Ernest Labrousse, ou de Pierre Renouvin, je ne sais plus lequel de ces historiens c'était, les grands historiens. Je découvre l'histoire. Donc tardivement, je me dis, l'histoire c'est quand même autre chose qu'une récitation chronologique d'événements et de personnages. Et voilà comment j'ai bifurqué. D'autant que en TD, en travaux dirigés, j'avais un historien très remarquable, il s'appelait Raoul Girardet, auprès duquel, au bout d'un trimestre, je vais faire signer mon bon de bourse. Il fallait avoir l'autographe, si je puis dire, d'un enseignant, et qui regarde ma fiche, et dit, vous êtes en lettres modernes, vous? Mais qu'est-ce que vous faites en lettres modernes? Il n'y a pas d'agrégation de lettres modernes. Maintenant, il y en a une, mais à l'époque, ça n'existait pas. Je n'avais jamais pensé à ça. Oui, parce que je n'avais pas de modèle, moi. J'ai dit ce qu'était ma famille. Mon frère, qui m'a beaucoup poussé, lui-même n'avait jamais passé d'agrégation. Je n'avais pas de modèle. Et pour moi, si j'arrivais à devenir professeur avec le CAPES, c'était une promotion familiale formidable. Ah bon, il n'y a pas d'agrégation de lettres modernes? Ah bon, d'accord. Mais ça n'a pas été la raison déterminante, c'est que j'ai pris goût à l'histoire. J'ai vraiment pris goût à l'histoire. Et évidemment, j'ai commencé des lectures pour les examens et à côté des examens. Et l'année suivante, c'est-à-dire ma 3e année d'enseignement supérieur, j'ai basculé vers l'histoire. Et cette année-là, j'ai fait évidemment mon certificat d'histoire du Moyen-Âge, certificat de l'Antiquité, d'histoire ancienne. Et c'est ainsi que j'ai fait de l'histoire. Seulement, le goût de la littérature, et je dirais peut-être mes petits talents littéraires, restaient en moi, ancrés en moi. Alors justement... et je dis simplement ceci, c'est que pour le sujet de mémoire, on n'appelait pas ça la maîtrise ou le master, on appelait ça le DES, le diplôme d'études supérieures. Et pour ce mémoire, j'ai choisi Flaubert, historien, vous voyez, Flaubert, historien. Et mon maître, Louis Girard, mort aujourd'hui, a tout à fait accepté mon idée parce qu'il savait que dans Flaubert, il y avait de l'histoire. Alors c'est formidable parce qu'on va en parler, ce goût de la littérature et ce goût de l'histoire, quelque part comme deux passions entremêlées, eh bien, a donné de nombreuses œuvres à votre actif. Vous avez notamment écrit l'histoire de ces aventuriers de la liberté, le 19e siècle. Vous avez fait une formidable biographie de Flaubert, donc on comprend mieux la filiation. Vous avez écrit un ouvrage sur le siècle des intellectuels, et puis ces dernières années, comme s'il manquait une pièce à l'édifice, eh bien vous êtes revenu sur la fin du 19e siècle avec fin de siècle, la décadence.